Bon milieu de semaine, citoyennes, citoyens témiscamiens, j'espère que vous allez bien. Alors que le mois de mars file à toute allure, et ce même si l'hiver semble vouloir s'étirer, sur TVC9 et TV Témis, voici ce qui retient l'attention dans l'actualité des derniers jours. En manchette cette semaine, la SQ élucide quelques-uns des autres vols perpétrés à Notre-Dame-du-Nord. Québec investit pour protéger l'eau potable. Et le chef du Parti libéral du Québec au Témiscamingue en visite. Mesdames, Messieurs, bienvenue aux Infos Témis. D'abord, on s'arrête chez nos voisins du nord-est de l'Ontario alors que 4 personnes ont été arrêtées dans une enquête pour homicide à North Bay. Le service de police à North Bay a procédé à l'interpellation de 4 personnes en lien avec une enquête pour homicide déclenchée à la suite d'un signalement de personnes disparues le 8 février dernier dans le secteur de la rue Mulligan. La principale accusée, Christina Lessis, 50 ans de North Bay, a fait face à plusieurs chefs d'accusation, dont meurtre au premier degré, indignité envers un cadavre, voies de fait grave, voies de fait armée, séquestration, menace de mort et de lésions corporelles, extorsion et 2 chefs de non-respect d'une promesse. Un autre accusé, Alexander Demers, 19 ans, aussi de North Bay, est accusé notamment de meurtre au premier degré, d'indignité envers un cadavre, de voies de fait grave, de voies de fait armée, de séquestration. 2 autres hommes, Nick Montagu, 63 ans, de Sarnia, et Jody Lafleur, 57 ans, de Mattawa, font face à des accusations d'avoir aidé à commettre un meurtre au premier degré et d'avoir conseillé de porter atteinte à un cadavre. Selon la police de North Bay, l'affaire aurait commencé comme une enquête pour disparition avant de mener aux accusations déposées devant les tribunaux. Les enquêteurs estiment que l'incident était ciblé et que la victime connaissait certaines des personnes impliquées. La police affirme qu'il n'existe actuellement aucune menace pour le public. Les 4 accusés ont été arrêtés et demeurent détenus en attendant leur enquête sur remise en liberté. L'enquête se poursuit et si vous avez des informations, vous êtes invité à les communiquer à la police de North Bay ou en appelant Crime Stoppers. Aucune autre information ne sera rendue publique pour le moment pour protéger le processus judiciaire et la vie privée de la famille de la victime. Et au Témiscamingue, il y a la Sûreté du Québec qui a procédé à des perquisitions. Ça s'est passé mercredi le 11 mars dans des immeubles à logement situés sur la rue de l'Église et de la rue Leblanc à Notre-Dame-du-Nord. 2 personnes, des résidents, un homme de 52 ans et une femme de 48 ans ont été arrêtés, interrogés. La femme est libre. Ils pourraient être tous 2 accusés de trafic de drogue, de vol et de recel. L'homme est gardé détenu au centre de détention d'Amos en attendant la suite des procédures. Après les interrogatoires, plusieurs dossiers d'introduction par infraction et de vol dans le secteur ont pu être élucidés. Chez les gens arrêtés, les policiers ont saisi près de 150 grammes de méthamphétamine, du cannabis illicite, du hashish, du concentré de cannabis, qu'on appelle communément de la wax, près de 25 grammes de cocaïne, un point américain, un pistolet à impulsion électrique, une arbalète et plus de 1500 $ en argent comptant. Aussi une imitation d'armes de poing, dis-je bien, plusieurs munitions de différents calibres, du matériel pour la vente de stupéfiants et des outils et bijoux reliés à des dossiers de vol sont saisis. Rappelons que toute information sur des actes criminels ou des événements suspects doivent être communiquées à la centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec en appelant le 1-800-659-4264, 1-800-659-4264. Et les contrôles routiers ciblant les véhicules lourds continuent de donner des résultats. Le mois dernier, en février, près de 2000 camions ont été interceptés dans la province lors d'opérations policières visant à freiner les comportements dangereux au volant. Avec l'appui des contrôleurs de contrôle routier Québec, les policiers municipaux et la SQ ont mené 722 opérations, dont 58 conjointes avec le contrôle routier québécois. Au total, 1994 véhicules lourds ont été interceptés, 1800 constats d'infraction ont été remis,
excluant là, ceux remis par Contrôle routier Québec. Parmi les infractions, 20% c'est pour la vitesse, 16% la circulation dans des zones interdites aux camions et 8% le non-respect des arrêts ou des feux rouges. Depuis le début de l'offensive en octobre 2025, les policiers ont intercepté 8 732 véhicules lourds, offert 8 486 constats d'infraction, toujours sans compter ceux remis par le CRQ. L'objectif demeure de réduire les comportements imprudents, souvent en cause dans les collisions routières, comme l'usage cellulaire au volant ou le fait de suivre de beaucoup trop près. Maintenant, parlons de restrictions de charge. Ça s'en vient, là. Les restrictions liées au dégel du réseau routier devraient entrer en vigueur le 23 mars dans la zone 2 et le 30 dans la zone 3. Ça comprend notamment l'Abitibi-Témiscamingue. Ces mesures qui visent à protéger les routes fragilisées par la fonte printanière et à maintenir la sécurité des usagers. Ça risque de changer parce qu'on sait que les températures froides demeurent encore. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable rappelle que les dates, donc, pourraient être soit devancées, suspendues ou retardées. Surveiller le MTQ selon l'évolution des conditions météo. Sur, évidemment, Québec 5.1, les limitations demeurent en vigueur non seulement durant le dégel, mais aussi pendant le temps nécessaire pour que la chaussée retrouve sa pleine capacité portante. La zone 2, ça couvre le Témiscamingue, le Saguenay, la Côte-Nord, la Gaspésie et les îles de la Madeleine. Et la zone 3, ça inclut notre Abitibi et le secteur Chibougamau-Chapais. Les transporteurs sont invités à respecter la signalisation en période de dégel, faute de quoi il y a des sanctions possibles. Et parlons de travailleurs étrangers, le gouvernement qui permettra aux employeurs des régions rurales, comme chez nous, de hausser temporairement la proportion de travailleurs étrangers temporaires à bas salaire de 10 à 15 % pour atténuer les pénuries de main-d'œuvre. La ministre Patty Hajdu indique que ces mesures pourraient entrer en vigueur le 1er avril prochain et rester en place jusqu'au 31 mars 2027. Ottawa qui affirme vouloir soutenir les entreprises des régions où il est difficile de faire du recrutement, tout en maintenant la priorité aux travailleurs canadiens. Le Conseil du patronat du Québec, l'Union des municipalités du Québec et la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante saluent l'initiative du fédéral, mais estiment que les mesures demeurent insuffisantes pour répondre pleinement aux besoins de main-d'œuvre de la province. Parlons du député fédéral de la région, le député bloquiste d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, qui met en garde contre un possible affaissement de la recherche agricole régionale. Selon lui, ce sera le cas si Ottawa n'augmente pas ses investissements. Devant le comité permanent sur l'agriculture, il a plaidé pour un soutien accru et a invité des représentants de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue à témoigner des impacts des fermetures des centres de recherche et agriculture agroalimentaire Canada. Le député rappelle que la fermeture de la ferme expérimentale à Kapuskasing en 2012 avait déjà fragilisé l'écosystème scientifique régional. Et pour M. Lemire, la recherche doit être menée directement sur un territoire pour répondre aux réalités agricoles locales. Il souligne aussi que certaines recherches uniques au monde, notamment en agroforesterie et sur les changements climatiques, sont réalisées en Abitibi-Ouest, d'où l'importance de consolider l'innovation et le potentiel agricole de la région. Et revenons sur le secteur de l'immigration. La Cour suprême du Canada qui tranche, les familles en demande d'asile au Québec pourront désormais accéder aux services de garde à contribution réduite. Le plus haut tribunal du pays juge que le règlement qui les excluait avait en effet un effet discriminatoire, notamment envers les femmes. Dans une décision reçue vendredi dernier, la Cour suprême confirme le jugement de la Cour d'appel du Québec qui avait déjà conclu en 2024 que la disposition contestée portait atteinte au principe d'égalité des sexes. Les familles en demande d'asile redeviennent donc admissibles aux places subventionnées dans les services de garde. Le comité Accès Garderie salue une victoire majeure pour les droits des familles réfugiées, soulignant que l'accès aux garderies favorise l'intégration,
la santé mentale des parents ou le développement des enfants. Les organismes rappellent toutefois que ces familles devront, comme toutes les autres au Québec, se soumettre aux listes d'attente et demandent au gouvernement d'augmenter le nombre de places disponibles. Et parlons d'eau potable. L'annonce touche notamment l'Abitibi-Témiscamingue. Le gouvernement qui accorde près de 5 millions de dollars à 105 municipalités et 8 villages du Nord, dont plusieurs en Abitibi-Témiscamingue, pour protéger les sources d'eau potable. L'aide financière qui a été annoncée jeudi de la semaine passée par le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, doit permettre aux municipalités d'élaborer des plans de protection des sources d'eau potable, des plans qui visent à identifier les menaces pouvant affecter la qualité ou la quantité de l'eau et y mettre en place des mesures pour les prévenir. Le financement qui est versé dans le cadre du programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable, une initiative liée au plan national de l'eau, Québec qui souhaite ainsi soutenir même les municipalités responsables du prélèvement d'eau dans la mise en place d'une gestion plus durable de cette ressource. Des villes comme Rouyn-Noranda, Val-d'Or, Amos, Lassar, Malartic figurent parmi les municipalités concernées. Québec qui offre aussi 96 400 $ à 4 villes témiscamiennes, dont 21 000 à Lavergne-le-Cher-Anglier, 24 650 à Lorrainville, 21 000 à Saint-Bruno-de-Guigues et 29 750 $ à Ville-Marie. Le programme qui soutient notamment l'élaboration de plans de protection des sources d'eau potable, l'analyse de la vulnérabilité des captages et certaines mesures pour réduire les risques de contamination dans une région où plusieurs collectivités dépendent de l'eau souterraine ou de petites installations municipales. Ces investissements qui visent à assurer un approvisionnement plus sécuritaire et durable. 315 villes, 8 villages nordiques ont déjà participé au programme, dont 210 ont complété leur plan de protection. De la visite politique, accompagnée du responsable au dossier foresterie et agriculture, André Fortin, le nouveau chef Charles Milliard, de passage au Témiscamingue, s'est arrêté mercredi dernier, notamment à l'usine de LVL Global à Ville-Marie. TV Témis a assisté à une rencontre avec le directeur général Étienne Ricard, qui a annoncé quand même un investissement de 14 millions de dollars pour ce printemps. Et le fondateur de l'entreprise, Claude Gagnon, était là. Voici des extraits de l'entretien, puis des entrevues réalisées pour vous avec messieurs Fortin et Milliard. En prime, tout de suite après, une visite de l'entreprise à suivre sur notre page Facebook du site web TV Témis. Bonjour, bonjour. Bonjour. Quelque chose comme ça. Monsieur Moreau. Monsieur Milliard, bonjour. Bonjour, enchanté. Moi, ce que j'ai suggéré à mon conseil d'administration, c'est qu'on monte un plan d'affaires. Et on va voir, pour commencer, s'il y a des possibilités d'apporter cette usine-là pour être capable d'intéresser quelqu'un à l'acheter, c'est-à-dire regarder pour voir si le bâtiment est encore efficace pour le faire produire, si les employés sont disponibles. Si la gang est encore là, après ça, si le marché est là, après ça, voir si la matière première est encore disponible. Fait qu'on a engagé 2 personnes, et ces 2 personnes-là ont monté un plan d'affaires qui nous a été produit en février 2010. Alors, écoute, quand on a eu ça, c'était positif. Le rapport était positif, ça démontrait qu'il y avait une rentabilité. Le produit de la forêt était à faire complètement. En 2010, c'est encore des années difficiles. C'est ça. Fait que là, on est revenu ici, puis là, on va voir si on peut faire quelque chose avec ça. Fait que c'est là que j'ai réuni, moi, des gens d'affaires de Ville-Marie, ici de la région, pour voir s'ils étaient intéressés à investir là-dedans, pour montrer qu'on pouvait faire quelque chose avec ça. Fait que j'ai réuni une vingtaine de gars. Sur les vingtaines de gars, j'ai 18 personnes qui ont dit on est prêt à marquer. Puis là, ce soir-là, je vais avancer au-dessus d'$1 million de on démarre ça. C'est le meilleur année-là au niveau de notre chiffre d'affaires. Au niveau production, on a encore connu des bonnes années après coup. Parce qu'on produit en moyenne 840 000 pieds cubes annuellement. Okay. Puis un petit peu dans le COVID et un petit peu avant, là, c'était plus dans les 780. Fait que, on a quand même tout le temps un petit peu amélioré nos installations pour maximiser la production, maximiser ce qu'on est capable de faire. Puis là, justement, le projet va nous permettre justement d'aller chercher peut-être un autre 100 000 pieds cubes de plus là, okay. Avec notre 840 000. Fait que, c'est quoi qui vous a convaincu de faire parce que c'est un investissement significatif pour
je sais pas, ils ont augmenté de 10-15% mettons la production. Ouais, donc, ben exactement. Ce qui nous a motivé, bien sûr, c'est de vouloir continuer à faire grandir l'usine, à diminuer nos coûts pour rester compétitifs. Parce que la compétition, là, nous autres, on représente juste 1% du marché. C'est vraiment, on est un petit joueur. C'est pas nous autres qui vont qui vont faire varier le prix de vente sur le marché. Fait que, on sait que les grosses compagnies là, qui en font 10 millions de pieds cubes par année juste avec une seule usine, on compétitionne contre des gros joueurs. Là. Fait que, on n'avait pas le choix d'aller de l'avant avec un genre de type de produit, d'innovation comme ça. Puis c'était pas mal le nerf de la guerre, c'est l'assemblage. C'était comme tout le système là, qu'on va vous montrer tantôt. Là. Tout le système d'amener du plaquage et de la colle, tout ce qui est la colle jusqu'à le système d'assemblage des feuilles qui est présentement manuel par un opérateur va tout être automatisé. OK. C'est pas juste d'augmenter la capacité, là, vous avez changé votre productivité complètement. Oh, oui, certainement. Puis ce 9%-là, c'est le minimum qu'on est capable le maximum qu'on est capable de faire présentement, parce qu'après ça, notre deuxième phase, ça serait augmenter la capacité du séchoir pour être capable de filer cette nouvelle machine-là. Mais elle est réduite quand même par également la presse. La presse qui ne peut pas aller au-delà de 72 presses par jour, par exemple. Mais éventuellement, aller avec une troisième phase là, qui serait après le séchoir, serait la phase de la presse, que là, on pourrait aller chercher un autre facilement, je te dirais. C'est un projet qu'on serait capable d'aller chercher un autre 15% d'augmentation. On s'en est toujours bien sorti, mais c'est toujours, tu sais, on fait des investissements majeurs, mais en même temps, on n'a pas tant de volume de garantie dans le futur. Fait que, oui, la prévisibilité, les coûts associés à cette récolte-là également. Là, on parlait des BEMB, je sais qu'il y a une abolition des BEMB à venir, ce qu'ils promettent, mais ça aussi, c'était un enjeu, je veux pas, qui fait gonfler les prix pour seulement les gros joueurs ont accès. Là, bref, c'est toutes des choses que, oui, en effet, là, je pense que c'est tous au courant quand même. T'es-tu capable de nous donner une idée de la différence entre, par exemple, s'approvisionner en forêt publique ou forêt ontarienne, forêt privée québécoise, forêt publique québécoise? C'est quoi les marges, disons, entre c'est-tu du 10% de plus, 20% de plus? C'est quoi à quel point on n'est pas compétitif? Ben, je te dirais, forêt privée, mettons ici, versus forêt en Ontario, là, si ça serait de la même distance, là, j'aurais quand même facilement un 30$ là, le mètre cube de différence. Là. Okay. Si je vais plus dans le public, là, ça peut monter plus à 70-80$. Du mètre cube? Ouais, ça va vite. Ouf, OK. Ça va très très vite. Là. Fait que tu sais, c'est toute une question. Ça va vite. Là. Plus que le double. Ouais, c'est la distance pour vrai. Sinon, l'Ontario, c'est vraiment plus avantageux d'aller chercher le bois. Là, il y a beaucoup d'usines qui ont fermé aussi en Ontario. Fait que, ce volume-là, avant qu'on allait voir l'Ontario, ils ne voulaient pas parce que les compagnies avaient aussi premier droit de refus sur ce bois-là. Mais là, vu que plein de compagnies ont fermé, fait que là, on a le droit d'aller chercher ce bois-là qui, dans le fond, a été. Mais demain, c'est temporaire. Demain, ça repart. Qu'est-ce qu'on fait au Québec pour décider de fermer? On construit des nœuds. On part la machine tranquillement pas vite. Nous autres, on s'associe. Nous autres, on est un petit joueur, fait qu'on s'associe vraiment avec les plus gros. Mais comme je vous disais, c'est sûr et certain que, exemple, dans la pâte et papier, de qualité du bois, du tremble et du boulot, ce qui reste en Abitibi, c'est West Fraser, qui est anciennement dans le bord. Ben, c'est eux, ils ferment. Pour nous autres, c'est un gros joueur qui va nous faire mal. Est-ce qu'on a une synergie incroyable avec eux? Fait que, après ça, si on se retrouve tout seul dans cette essence-là, ça peut nous faire vraiment mal. Parce que Chantier, chez Bougamou, ils ont fermé, ils ont acheté puis ils ont fermé la série. La série, là-bas. Ça va d'or, ça? Oui, mais ils l'ont pas juste fermé, ils l'ont complètement démantelé. Ouais, mais il y avait besoin, je pense, des droits de coupe. Toute la garantie qui est associée à ça. C'est tout. Pour les régions forestières, pour le Nord, ça doit être pareil. Il y a Uniboard aussi qui ont fait un gros projet puis que ça va pas aussi bien que ça non plus parce que le marché n'est pas là pour leur prix de vente, mais également l'approvisionnement. Toutes ces séries-là qui marchaient à pleine capacité, que là, finalement, ils marchent pout. Puis là, l'approvisionnement en sciure est minime. Fait que pour eux autres aussi, là, ça change leur intrant pas mal. Effectivement. On est dans le même scénario. Il faut qu'ils s'approvisionnent loin. Tu penses que Sudbury, c'est loin, ils sont rendus pas mal plus loin que ça. Nous autres, on leur a vendu des copros un petit peu par la bande, mais même la distance avec eux, quand même, nous sépare à un certain niveau. Fait que,
la journée que le marché vraiment augmente et qu'ils sont capables d'avoir un meilleur prix de vente de leurs produits, on s'était déjà discuté qu'éventuellement on a un plan de cobo ici. On pourrait, dans le fond, transformer la fibre ici en cobo pour l'envoyer directement. Mais en même temps, c'est sûr que le transport est un enjeu toujours. Mais la possibilité est là si le prix du marché est là. Mais oui, en effet, la foresterie, c'est une boule de cristal qui est brouillée présentement comme jamais. Là. Mais le gros nuage au-dessus de vos têtes, c'est perte de preneur de pâte. Si ça tombe, vous êtes dans un gros trouble. Si Témiscamingue, ici, la Témis ferme ou si Westfield ferme, là, ça vient vraiment détruire le peu qui nous reste, comme on dit. Fait que ceux-là, il ne faudrait pas qu'ils ferment. Okay. Je sais que West Fraser sont présentement en rotation sur des chiffres, là, fait que ils sont pas à pleine capacité, ils ont réduit également beaucoup, fait que ils ont coupé beaucoup leur approvisionnement. Fait que à court terme, ça aussi ça va avoir un impact avec nous autres. Là, une boule de cristal nous amène jusqu'en août, après ça, on verra. Ouais, c'est stressant quand tu fais des gros investissements, ça. Il faut quasiment gérer ça à court terme. Ouais. Nous autres, dans le boule de cristal, c'est jusqu'en octobre. Vous gagnez 2 mois, c'est bien. Mais notre projet d'investissement, comme initialement j'avais dit aux actionnaires, quand on l'a présenté aux actionnaires, notre projet, on a dit si on n'a pas de subvention, on ne va pas de l'avant avec. Okay, c'était clair. Parce que là, présentement, on a subventionné quasiment 50%. Qui est les TIF au niveau fédéral, puis Innovation Bois au niveau provincial. Fait que on est allé chercher un 6 millions là. En subvention. En subvention, on remboursait, ouais. Puis ça a été des gros dossiers, c'est assez belle la paperasse. Ouais, sûr. Puis il y a également un prêt avec le DEC. Fait que, le prêt avec le DEC qui est remboursable, mais avec 0% d'intérêt, ça aussi, ça vient compléter notre 50% d'aide financière. Puis le crédit d'impôt. Le crédit d'impôt, là, ça, je le dis pas assez souvent, je pense, aux politiciens, là, mais le crédit d'impôt d'investissement en région éloignée comme ici, là, présentement, il est à 24-25%. Mais sincèrement, quand il était à du 40%, là, wow, ça nous aidait à monter des projets. Là, vraiment. Puis la complexité. C'est pas comme une subvention que la complexité de monter un dossier est très difficile. Là, c'est comme tu fais ton projet, puis après ça, tu réclames un crédit, puis merci, bonsoir, c'est fini, là, tu sais. Fait que, tu sais, du 40%, si un jour on verrait ça, là, c'est sûr et certain que les décisions d'investissement seraient beaucoup plus rapides à prendre. Non seulement que coordonner, souvent en plus les contrats du gouvernement sur des subventions, dire que laps de temps, il faut que tu déposes ça, puis tu as jusqu'à le temps pour dépenser, parce qu'après ça, là, les fournisseurs d'équipement, c'est pas toujours les mêmes timings. Là. Allons faire un tour à Ville-Marie, les citoyens de la ville qui pourront désormais emprunter et prêter des objets gratuitement grâce à un nouveau partenariat entre la municipalité et l'application Partage Club. La ville qui annonce offrir à l'ensemble de la population un accès gratuit à la plateforme de prêt d'objets entre voisins pour une période de 2 ans. L'application permet d'emprunter ou de partager divers articles, des outils, de l'équipement sportif, des jouets, du matériel saisonnier directement dans son quartier. Selon la municipalité, l'initiative vise à encourager l'entraide, réduire les dépenses des familles et favoriser une consommation plus responsable. Des données citées par Partage Club indiquent qu'un prêt réalisé via la plateforme permet en moyenne d'économiser 58 $ et contribue à diminuer les déchets. Ces citoyens peuvent dès maintenant télécharger l'application, créer un compte et profiter automatiquement de la licence gratuite offerte par la municipalité de Ville-Marie. Allons à notre université régionale, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, l'UQAT, qui lance une formule accélérée de sa maîtrise en création numérique permettant de compléter le programme de 45 crédits en 1 an à temps plein. Offerte à Rouyn-Noranda, cette formation professionnelle vise à former des leaders capables de concevoir et de réaliser des projets complexes dans des domaines comme le jeu vidéo, les expériences immersives, les effets visuels et les installations interactives. Une séance d'information a lieu le 20 mars à midi au centre de l'UQAT à Montréal. Donc demain, jeudi, le professeur Maxime Bonin y présente le programme suivi d'une discussion avec des diplômés du milieu. Les participants qui pourront déposer une demande d'admission et ce, sans aucun frais. On parle de sport maintenant. Je vous livre les plus récentes nouvelles de votre équipe junior 1
de Ville-Marie, les pirates dans quelques secondes, mais pour l'instant, permettez-moi de vous rapprocher un peu plus du printemps, ça va faire plaisir, en parlant de pêche. Oui, de lac, de soleil, d'appât de poisson, plus de glace, plus de neige, ça va venir, faites-vous-en pas. Les amateurs de pêche de l'Abitibi-Témiscamingue, vous allez pouvoir bientôt planifier votre sortie estivale. La Société des établissements de plein air du Québec, la CEPAC, qui a ouvert des réservations pour la pêche à la journée samedi dernier, le 14 mars, dès 8 h le matin, tandis que le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatique de la faune et des parcs annonce aussi des modifications réglementaires qui touchent certains plans d'eau de la région. Il y a près de 500 lacs du réseau de la CEPAC qui seront accessibles pour la pêche à la journée dans 22 destinations. Ça inclut des parcs nationaux, des réserves fauniques. Les pêcheurs pourront pratiquer la pêche à gué, utiliser une embarcation de la CEPAC avec possibilité de louer un moteur ou dans certains lacs, apporter votre propre embarcation. Les jeunes de 17 ans et moins accompagnés d'un adulte détenant un droit d'accès peuvent pêcher et c'est gratuit. Afin d'assurer une répartition équitable des réservations, il y a une salle d'attente virtuelle qui est en place sur le site de la CEPAC sur Internet et les rangs d'accès sont attribués aléatoirement depuis l'ouverture. Par ailleurs, le ministère annonce plusieurs ajustements à la réglementation de la pêche dans la région. Dans un secteur de la baie de Kipawa, du lac Kipawa, la pêche hivernale est ouverte depuis le 1er samedi de mars. De plus, la limite quotidienne de capture d'omble et de truites est réduite à 3 poissons au total dans le lac sans nom à Lassar et dans le lac de la Petite Prairie à Béarn, des mesures qui visent à assurer la conservation des ressources fauniques et la pérennité de la pêche sportive en Abitibi et au Témiscamingue. Maintenant, en terminant dans le monde du hockey, de la Great Metro Hockey League, la direction des Pirates de Ville-Marie qui a payé ses droits de ligue pour la saison prochaine 2026-2027. C'est une bonne nouvelle et on s'apprête à faire l'annonce de l'arrivée de nouveaux actionnaires. On vous en parle exclusivement, une nouvelle structure qui va confirmer, selon Michel Roy, l'actuel directeur gérant, et pour encore 2 ans, m'a-t-on dit, la présence des Pirates de Ville-Marie à l'Arena Frère Arthur Bergeron pour l'automne qui vient. Une sortie officielle devrait être effectuée la semaine prochaine. D'ici là, je vous rappelle que les honneurs individuels pour la dernière saison et l'hommage aux 21 ans qui quittent paraissent sur le Facebook de la page web TV Témis. Aussi, rappelons qu'un pré-camp d'entraînement pour les joueurs de 17 à 21 ans qui souhaitent joindre la troupe de Marc-André Caron, ça se tiendra dans le quartier Évin de Rouyn-Noranda le 11 avril à 12h20 et 16h10. Des postes sont ouverts à toutes les positions. Les nouveaux talents intéressés, vous devez vous inscrire auprès de l'entraîneur ou sur le Messenger des Pirates de Ville-Marie. Go, futurs Pirates, go! Voilà comment on a ensemble fait le tour de nos nouvelles, chers Témiscamiens. N'hésitez pas, vous aussi, à nous impliquer dans vos actualités. Vous pouvez nous rejoindre à journaliste@témis.tv. N'hésitez pas aussi à devenir membre de la page Facebook du site web TV Témis. Merci de votre courtoisie générale dans vos commentaires. On l'apprécie. On se rend ainsi compte que vous aimez notre travail. Là-dessus, à mercredi qui vient, après votre lucratif et chanceux bingo, au revoir, mesdames, messieurs.